Oui, bonjour Émilie, je crois qu'on peut démarrer, hein? Oui, ben on y va, oui. Oui, Émilie, elle parle français? Non, Émilie ne parle pas français, mais, Ah, d'accord, ok. elle comprend. D'accord, ok. On peut faire l'introduction en anglais et puis après je partirai en français. Ou alors on part tout de suite en français. De toute façon, Émilie comprend le français, elle ne va pas parler, mais elle comprend. Donc je vous laisse faire l'introduction si vous voulez, puis après on part. Thank you, and good afternoon to all. We are here today to do a webinar in high performance integrate asset modeling in reservoir engineering with Mr. Leonard Patashini, Regional Director, MEA, Stone Ridge Technology. Thank you for joining us, and we hope the conversation will be helpful and helpful to all of us. And we will start actually with Mr. Léonard. Peut-être pour ceux qui parlent français, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour suivre ce webinaire sur le réservoir engineering avec M. Léonard, qui est le directeur régional MEA, Rich Technology. Nous lui remercions pour sa disponibilité et pensons que ce webinaire-là sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Et déjà, le thème qu'il va aborder est très intéressant parce que c'est la base côté pétrole et gaz, le réservoir engineering. Donc, sans plus tarder, on va lui donner la parole. Monsieur Léonard, over to you. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être tous présents aujourd'hui. Je vais commencer par très brièvement me présenter et ensuite on abordera l'agenda de ce webinaire. Donc, pour me présenter très rapidement, je pratique la simulation de réservoir depuis à peu près 17 ans. J'ai commencé chez Total Energy en 2009. J'ai passé 10 ans chez Total Energy. J'ai fait une partie de ma carrière en tant que développeur. Donc, j'ai développé dans les outils de simulation réservoir de Total. Et ensuite, en tant que pratiquant, j'ai passé quelques années à Abu Dhabi et en mer du Nord également. Et depuis 7 ans, je travaille chez Stoneridge Technology, où nous développons un simulateur de réservoir appelé Echelon, dont je vais parler brièvement au cours de ce webinaire. Donc, de formation, je suis plutôt physicien. Je suis rentré dans la simulation de réservoir un peu par hasard et ça m'a plu et donc j'y suis resté. Je suis également très actif à la SPE, donc je participe à de nombreux comités de conférences et je suis peer reviewer pour les journaux à comité de lecture de SPE. Alors, donc, ça c'est le housekeeping habituel des webinaires, mais dans la mesure où nous sommes en comité restreint, on va relaxer un peu les contraintes. Donc, normalement, on a plutôt les questions à la fin, mais si vous avez des questions au cours de la session, n'hésitez pas à lever votre main et de temps en temps, je pourrai éventuellement prendre les questions, on pourra discuter. C'est très informel. On va essayer de tenir en tout en 1 heure, bon, peut-être 1h05 vu qu'on a commencé avec un peu de retard, mais ça ne sera pas beaucoup, beaucoup plus long que ça. Donc, n'hésitez pas à lever votre main si vous avez des questions. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? J'ai une petite illustration qui vous donne un peu une idée de l'objectif de la session. Donc, vous voyez un FPSO avec des connexions à 3 GPU. Donc, ça illustre un peu ce dont on va parler. La simulation de réservoir haute performance requiert des GPU. Donc, on va expliquer ce que c'est qu'un GPU. Donc,
c'est un hardware de calcul pour faire des calculs scientifiques à haute performance. Et donc, on va simuler nos réservoirs sur GPU. Et donc, le titre du webinaire, c'est modélisation intégrée. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on a plusieurs assets qui sont connectés par réseau de surface, comment modéliser l'ensemble des réservoirs de manière simultanée et en tenant compte des contraintes, évidemment, imposées par le système de production. Donc, on va brièvement introduire Stoneridge. Euh, on va expliquer brièvement également à quoi sert la modélisation intégrée en donnant quelques exemples concrets pour vous convaincre que c'est vraiment nécessaire. On va ensuite distinguer la simulation du réservoir en lui-même, qui nécessite des GPU, et la simulation du réseau de surface, qui lui est très très différente et marche très bien sur CPU. Et en fonction du temps qui nous reste, nous allons aborder quelques études de cas avec échelon, mais bon, une grande partie de ce qu'on vous montre finalement est généralisable à d'autres outils également. Alors, Sonlu Technology, donc l'entreprise où je travaille, on est assez petit, on a fêté les 20 ans très récemment. Nous sommes 25 employés, la société est basée aux États-Unis, mais nous avons des bureaux en Italie, donc je suis personnellement basé en Italie, ainsi qu'à Dubaï et au Qatar. Nous avons des bureaux soit où nos développeurs résident, soit là où nous avons nos clients majeurs. Là, nous avons l'expertise vraiment à l'intersection de 4 disciplines, donc physique computationnelle, ingénierie de réservoir, calcul haute performance, intelligence artificielle. Et je pense que ce qui nous distingue, c'est que nous sommes une entreprise de niche. Nous travaillons uniquement sur la simulation de réservoir. Et donc, c'est notre force. Nous ne sommes pas dispersés dans d'autres disciplines. Et je tiens à remercier nos 2 partenaires au Sénégal, donc Ogarex Energies et Amaril, qui travaillent avec nous au Sénégal. Alors, notre outil phare est Echelon. Il s'agit d'un simulateur de réservoir haute performance qui est notamment compatible avec Eclipse. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent la simulation de réservoir, Eclipse, c'est un logiciel assez ancien, mais la syntaxe d'Eclipse est en quelque sorte devenu le langage international de la simulation de réservoir. Donc, bien que Echelon soit beaucoup plus moderne, nous avons décidé de le rendre compatible avec Eclipse, ce qui veut dire que quels que soient les modèles legacy que vous puissiez avoir, ils vont tourner facilement sans avoir besoin de faire beaucoup de conversion ou de manipulation de vos modèles. Par contre, évidemment, le facteur différenciant d'Echelon est qu'il a été développé dès le début pour GPU. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi c'est important pour la simulation de réservoir de tourner sur GPU. Donc, il a été développé dès le début pour tourner sur GPU. Donc, c'est ce qu'on appelle un code natif GPU. Et la conséquence de cela, c'est que le simulateur est très rapide à la fois pour des très très gros modèles, donc pour avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers de cellules, et également pour rendre des ensembles. Donc, ce qu'on appelle un ensemble, c'est simuler plusieurs réalisations différentes du même modèle, et ça correspond de plus en plus à la façon dont l'industrie travaille. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul modèle ou éventuellement un modèle moyen, optimiste et pessimiste, vous allez avoir un ensemble de modèles, 50 modèles, 100 modèles, et vous allez plutôt regarder les statistiques. Donc le GPU est très très bien adapté à ces deux types d'approches. Et Echelon est très, très, disons, flexible au niveau hardware. Vous pouvez tourner sur un laptop, sur un gros cluster, NVIDIA et AMD, n'importe quel type de machine que vous ayez qui a un GPU, on va dire, plus récent de 10 ans, devrait être en mesure de tourner Echelon. Alors, comment Echelon est développé? Donc, ça mérite quelques explications parce que c'est développé ce qu'on appelle un consortium, c'est-à-dire que nous développons le code avec Eni, donc la société pétrolière italienne. Donc, la manière dont le travail fonctionne est le suivant. Nous avons une équipe de développement unique. Donc, nous avons des développeurs de Eni dans nos bureaux et nous avons des employés de Stoneridge dans les bureaux de Eni et nous développons le logiciel ensemble. Donc, le gros avantage de cette approche, c'est que la feuille de route est copilotée par un opérateur. Donc, nous recevons des retours approfondis et quotidiens sur le développement et toutes les releases sont parfaitement validées. Alors ensuite, il faut quand même voir qu'il y a une segmentation de business très claire. Donc, tous nos clients tiers ne voient pas du tout ce qui se passe chez Eni et Eni ne voit pas ce qui se passe chez les clients tiers. Donc, c'est
c'est une efficacité économique claire, des avantages au niveau de développement, mais ça n'a pas vraiment d'impact en termes de confidentialité ou de compliance vis-à-vis des clients tiers. Et nous conservons les droits commerciaux. Donc nous développons et nous vendons le logiciel. Alors maintenant, passons au cœur du sujet. Donc, le but de ce qu'on appelle IAM, donc Integrated Asset Modeling ou modélisation réservoir intégrée. Donc le terme IAM, c'est BP qui a inventé ça il y a une trentaine d'années, qui a commencé à en parler surtout pour leurs assets en Alaska, donc Prudhoe Bay, etc. Donc c'est eux qui ont inventé le terme IAM. Donc avant de vraiment rentrer dans l'IAM, on va regarder un cas plus simple. Donc on va regarder un seul puits. Donc là, ce que vous avez ici, alors je sais pas, je dois pouvoir avoir un pointeur. Non, bon, je devrais être en mesure d'avoir un pointeur, mais j'ai juste un stylo, mais c'est pas grave. Donc, vous avez effectivement un puits unique. Donc on va supposer qu'on connaît la pression en tête de puits, et on va essayer de trouver combien peut produire ce puits. Donc en rouge, vous avez ce qu'on appelle l'IPR, Inflow Performance Relationship. Donc, ce que ça veut dire, c'est combien le puits peut produire en fonction de la pression au fond. Donc, l'axe vertical, c'est le BHP, donc la pression au fond de puits. Et plus vous voulez produire, donc plus on va vers la droite, plus il faut que la BHP soit faible, parce qu'il faut aspirer plus. Bon. Et en violet, vous avez ce qu'on appelle le outflow, donc, c'est la performance de puits. Donc, ce que ça va vous dire, c'est que bon, si vous voulez produire plus, eh ben, il faut pouvoir soutirer tout ça à travers le puits. Et donc, il faut une BHP plus forte parce qu'il faut pouvoir pousser le fluide du fond vers la surface. Et donc, le point d'intersection, c'est le point d'opération du puits. Donc, la délivrabilité du puits, ce qu'on appelle délivrabilité, c'est la combinaison de l'IPR, l'inflow et l'outflow. Et donc, vous trouvez une solution. Alors, le problème de cette approche, qui est en quelque sorte l'approche classique en simulation de réservoir, c'est-à-dire que vous allez avoir 10 puits, 50 puits, peu importe dans votre modèle, et pour chaque puits, vous allez devoir avoir une estimation de la tête de puits, la pression en tête de puits, et pour chaque puits, vous allez résoudre cette intersection et opérer les puits. Mais le gros problème, c'est que... alors, j'ai un problème avec ma... Voilà. Le gros problème, c'est que la courbe violette, qui est l'outflow, va dépendre de justement la pression en tête de puits qui dépend du network. Ça dépend de ce qu'on appelle la back pressure. Parce que quand vous produisez, vous allez avoir des pertes de charge au niveau du réseau de surface, et donc la pression en tête de puits n'est pas constante. Elle va être donnée par l'interaction de la production de tous les autres puits. Et donc le but de l'IAM, c'est de pouvoir simuler en même temps le réservoir et ce qui se passe en surface pour avoir, durant toute la durée de la simulation, une estimation plus précise de la pression en tête de puits et donc des productions. Alors pourquoi c'est important? On va voir pourquoi c'est important. Alors je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai pris mon pointeur et je n'arrive pas à repasser en mode sans pointeur. Donc on va faire différemment. Donc pour montrer pourquoi c'est important, on va prendre un exemple très très concret. Donc on va prendre un FPSO et on va considérer que vous êtes connecté à deux réservoirs qui ont des performances différentes. Donc on va supposer que le réservoir 1 est un réservoir fort et le réservoir 2 est faible. On pourra faire la même histoire en supposant qu'il y a un seul réservoir et deux puits dans le même réservoir dans des zones différentes. Mais bon, on va supposer deux réservoirs. Donc on va regarder d'abord les deux courbes en haut. Donc supposons que les deux puits soient totalement indépendants. On va supposer par exemple qu'il y a un réseau de production par réservoir. Bon, ce que vous allez voir à gauche là, c'est que l'intersection entre l'IPR du réservoir 2, donc qui est faible, et l'outflow va donner un débit faible, parce que le réservoir n'est pas très fort. Et si par contre on avait uniquement le puits 1, vous auriez l'intersection entre l'IPR 1 en vert et l'outflow, et vous auriez un débit plus gros, parce que le réservoir 1 est plus fort. Donc le fait que le réservoir 1 soit plus fort, en mots, ça veut simplement dire que la courbe IPR 1 est plus haute. Bon. Donc, si vous produisez ces deux réservoirs indépendamment, vous verrez que le puits 2 produit peu et le puits 1 produit beaucoup. Alors maintenant, imaginez que vous décidiez de produire les deux réservoirs en même temps.
Dans ce schéma très très simplifié, vraiment illustratif, vous voyez que le réservoir 1 et le réservoir 2 produisent par le même réseau de surface et par le même riser. Donc ça veut dire que quand il y en a un qui produit, il va également impacter l'autre résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la courbe en bas à gauche. Et la courbe en bas à gauche, vous allez voir que si vous prenez l'IPR du puits numéro 2 et que vous la collez à droite de l'IPR numéro 1, eh ben, l'intersection de l'outflow, elle ne passe même pas par la courbe rouge. Donc, si jamais vous mettez à produire ces deux réservoirs en même temps, le puits 2, il va être étouffé, il va mourir. Le puits 2 ne produira pas. Parce que le puits 1 produit tellement que les pertes de charge dans les puits sont tellement élevées que le puits 2 ne peut pas produire. Donc, dans ce cas-là, le réservoir 2, il va se fermer et puis il est perdu. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un choke sur le puits 1. Vous allez dire le puits 1, je ne sais pas comment on dit en français, l'étouffer, je ne suis pas sûr qu'on dise comme ça, mais vous allez mettre un choke sur le puits 1. Donc du coup, la pierre 1, elle va être tronquée parce qu'on ne veut pas que le puits 1 produise trop, donc on va choquer le puits 1. Du coup, quand on va stacker les pierres 2 à droite, vous voyez bien qu'il y a une intersection qui passe par la courbe rouge. Donc si vous choquez le puits 1, le puits 2 reste en vie. Et ça, vous pouvez le voir uniquement en faisant de la simulation couplée. Si vous essayez de faire ça en modélisant, en supposant une pression de tête de puits, c'est très compliqué parce qu'il faut faire des itérations. Il faut faire une simulation sans réseau, estimer la pression, calculer la pression en tête, réitérer, c'est compliqué. Donc, dans ce genre de situation, notamment quand vous avez plusieurs réservoirs de performances différentes, c'est vraiment important de les modéliser simultanément avec le réseau de surface. Donc ça, c'est un peu une illustration très simple. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, mais je pense que ça vous donne une idée concrète de la nécessité de tout simuler en même temps. Alors, plus concrètement, il n'y a pas seulement le network qui rentre en jeu. Donc, le network, c'est ce qui permet de calculer les back pressure ou les contre-pressions qui sont cohérentes avec l'hydraulique. Mais il n'y a pas que ça. Donc, à droite, j'ai un autre schéma très, très simplifié. Donc, imaginez que vous ayez deux réservoirs et un network. Donc, vous voyez bien que les puits, il y a des puits qui sont connectés au plateau A et des puits qui sont connectés au plateau B. Donc ça, plateau A, plateau B, c'est vraiment le network, c'est la topologie physique du problème. Par contre, il se peut très bien que vous vouliez gérer le réservoir 1 et le réservoir 2 différemment. Par exemple, le réservoir 1, il produit beaucoup d'eau et le réservoir 2, il est à gaz ou il est à huile. Bon. Dans ce cas-là, vous avez également un concept de groupe. Et le concept de groupe, c'est ce qui vous permet d'allouer, de faire de l'allocation. Donc, quand vous allez faire votre modélisation intégrée, vous allez tenir compte à la fois de l'hydraulique qui va vous donner les contre-pressions, ou back pressure en anglais, mais également tout ce qui est couche de contrôle des groupes qui va gérer la stratégie de production. Et donc, quand vous les mettez tous les deux ensemble, vous obtenez un couplage qui va vous permettre de faire avancer votre simulation dans le temps. Donc, comment ça se passe concrètement? Vous allez avoir, dans un simulateur qui va faire la simulation couplée, vous allez avoir par exemple deux réservoirs et un réseau de surface. Et à chaque pas de temps, vous allez itérer le network avec les réservoirs en essayant de faire ce qu'on appelle en anglais le balancing. En français, je ne sais pas trop comment on dit, la mise en cohérence, on va dire, des groupes, tout en satisfaisant les contraintes hydrauliques. Et puis vous avancez dans le temps, et puis vous répétez ça à tous les pas de temps. Et donc vous avancez avec un système qui est auto-cohérent. Et donc ça permet de faire plusieurs choses. Vous allez améliorer vos forecasts, vous allez faire un diagnostic par exemple, est-ce que la production est limitée par le réservoir ou est-ce qu'il y a des bottlenecks dans la surface? Et donc là, vous allez trouver, il faut que je mette du gaz lift ou pas? Est-ce qu'il faut que j'ai un problème de gestion de l'eau? Par exemple, sur les FPSO, il est possible que si vous avez la production d'eau qui n'est pas prévue, vous avez un problème parce que le FPSO ne peut pas la traiter, etc. Alors, maintenant, on va faire un petit pas en arrière. On a vu pourquoi on veut faire de la simulation de modèle intégrée, mais maintenant, comment on fait pour que ça soit de la haute performance? Et donc pour cela, on va partir d'un truc très simple. Là, ça, c'est un schéma d'un milieu poreux. Et l'axe horizontal, c'est simplement l'échelle spatiale. Donc à l'échelle microscopique,
vous avez des variations à l'échelle du pore, donc la porosité est totalement aléatoire. Après, vous avez ce qu'on appelle le volume représentatif, là, donc Representative Elementary Volume. C'est un peu l'échelle de Darcy, on va dire. Et puis après, quand vous avez une échelle plus grande, vous avez des variations sur plusieurs dizaines, centaines de mètres. C'est l'hétérogénéité de votre réservoir. Donc déjà, on va regarder de quoi a besoin un simulateur de réservoir. Donc le simulateur de réservoir, il a besoin de étudier à l'échelle de volume représentatif élémentaire. Donc ça, c'est le grid block. Donc le simulation de réservoir, vous allez découper votre réservoir en un ensemble de blocs qui peuvent faire 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, peu importe. Voilà. Et vous allez résoudre le système d'écoulement de vos phases en suivant la loi de Darcy, mais donc à l'échelle de Darcy. Donc vous n'allez pas faire à l'échelle du milieu poreux, et il faut évidemment que vos blocs soient plus petits que la variation spatiale. Donc c'est plus petit que le milieu inhomogène et c'est plus gros que l'échelle des pores. Donc vous êtes à l'échelle de Darcy, et vous allez avoir un certain nombre de blocs, ça peut être 100 000, 1 million, 10 millions, en fonction de la complexité géologique de votre réservoir et des modèles physiques que vous voulez résoudre. Donc, vous voulez résoudre des équations différentielles avec des volumes finis sur une grille de ce type. Donc ça, c'est la problématique de la simulation de réservoir. On ne parle pas du tout de network ou de puits pour l'instant. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous allez avoir un système d'équations. Alors, par bloc, parce que vous avez plusieurs équations. Donc, typiquement, en black oil, vous allez avoir 3 phases, huile, gaz, eau, donc ça vous fait 3 équations. Et donc, chaque bloc va parler au bloc voisin. Et donc, vous allez avoir un système qu'on appelle heptadiagonal. Bon, ça fait un peu compliqué, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous avez chaque cellule a 6 voisins, plus lui-même, ça fait 7. Donc, vous allez avoir une équation avec 7 diagonales. Et chaque diagonale est faite par des blocs 3 par 3, parce que vous avez 3 équations et 3 inconnus. Donc, c'est un système qui est très, très compliqué à résoudre. Déjà, il n'est pas symétrique, parce que vous faites ce qu'on appelle upstream. Donc, ça veut dire que le flux dépend de la cellule amont et pas de la cellule aval. Donc, c'est pas symétrique. C'est très hétérogène, parce que vous avez un milieu, vous pouvez avoir 10 Darcy dans une cellule et un Darcy dans la cellule d'à côté, donc c'est très hétérogène. Et là, j'ai fait un cas très simple avec 6 voisins, mais si vous avez des failles avec rejet, vous avez beaucoup plus que 6 voisins. Donc c'est un système extrêmement compliqué à résoudre. Et surtout, c'est un système creux. Donc la question, c'est comment on va résoudre ça? Eh bien, pour résoudre ce type de système creux, les GPU sont parfaitement adaptés. Et là, on va voir pourquoi. Donc déjà, un petit rappel, la différence entre un CPU et un GPU. Donc, un CPU, c'est du hardware qui est calculé pour avoir une faible latence et très très polyvalent. Vous avez un petit nombre de ALU. Ce qu'on appelle ALU, c'est les unités de calcul. Donc là, il y en a 4. En pratique, maintenant, les CPU modernes peuvent en avoir 64 ou 128. Mais bon, on va dire 4. Donc vous avez un peu de calcul. Et après, vous avez beaucoup d'unités de contrôle, donc pour faire des contrôles très complexes. Et beaucoup de cache. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous allez être capable d'avoir des contrôles très compliqués, mais pas beaucoup de calculs. Et vous allez être en mesure de faire des tâches séquentielles de logique complexe. Donc, par exemple, vous allez pouvoir faire du parsing d'un fichier d'entrée, vous allez gérer un workflow, vous allez gérer des contrôles de groupe, vous allez gérer un réseau de surface. Par contre, ce n'est pas forcément très adapté à des tâches parfaitement répétitives. Alors que le GPU, c'est le contraire. Le GPU, il est conçu vraiment pour avoir un fort débit et faire des opérations parallèles. Alors vous voyez bien que si vous avez un modèle de réservoir avec 1 million de cellules, que toutes les cellules résolvent les mêmes équations, c'est parfaitement adapté, vous allez donner une cellule à chaque unité de calcul. Donc ça, c'est un peu l'idée derrière le GPU. Donc, on sacrifie la complexité des cœurs de calcul en échange d'en avoir un nombre massif. Et la raison pour laquelle c'est un GPU, c'est que originellement c'était fait pour faire de l'affichage graphique, parce que finalement, pour faire un rendu graphique, on va traiter des millions de pixels simultanément, donc c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle high throughput, ça veut dire on va faire beaucoup de calculs en même temps. Par contre, il y a ce qu'on appelle une latence, et je vais expliquer ce que c'est brièvement, ce que c'est que le concept de latence, mais vraiment, donc la différence, c'est CPU, vous faites des tâches très complexes, indépendantes les unes des autres, et rapidement, mais pas beaucoup. Alors que les GPU, vous allez faire beaucoup de tâches simultanées, un peu plus lentes, mais vous allez en faire tellement qu'au final, vous êtes gagnant. Alors,
Ce que vous voyez dans ce graphique, c'est déjà en haut à droite, là vous avez deux exemples de deux GPU. Donc ça, c'est des GPU assez modernes, le H100 de NVIDIA et le MI250 de AMD. Donc c'est des GPU de serveur. Alors ils n'ont pas la boîte, hein. Si vous êtes habitué aux GPU de jeu, vous allez les voir avec une boîte autour. Ils sont un peu plus petits, mais ce qu'il y a dedans, ça ressemble quand même pas mal. Donc ça, c'est des GPU. Et en bas à gauche, vous avez une des caractéristiques principales du GPU par rapport au CPU. C'est ce qu'on appelle la largeur de bande mémoire. Donc, alors attendez, parce que je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Alors voyons voir. Non, pardon. Je viens de voir les questions, mais il n'y a pas de questions. Donc, la largeur de bande de mémoire, là, c'est ce qui est en vert à gauche, ça vous détermine à quelle vitesse les données bougent entre la mémoire et les unités de calcul. Et vous êtes à peu près à une ordre de grandeur supérieure entre les GPU et les CPU. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème principal de la simulation de réservoir, c'est de résoudre un système d'équations linéaires très très gros et creux. Et donc ça a une faible intensité arithmétique, parce que finalement, vous allez faire pas beaucoup de calculs, mais il y a beaucoup de données à aller chercher de manière discontinue. Donc le GPU est parfait pour ça. Et on peut le voir avec le graphe en bas à droite. Donc ce qu'on a dans le graphe en bas à droite, on a pris notre simulateur échelon, on a fait tourner 3 modèles différents, en utilisant des générations successives de GPU NVIDIA et en classant le speed-up par rapport au cas de départ en fonction de la largeur de bande du GPU. Donc à chaque fois que vous avez une nouvelle génération de GPU qui arrive, la largeur de bande va augmenter et la vitesse augmente en gardant le même code. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'aujourd'hui, on est déjà au... Alors, pour Hopper, là, j'ai pas les points, mais ça marche encore. Là, on est à Blackwell, ça stagne un peu, parce que les nouveaux GPU sont tellement gros et sont tellement massifs que on a du mal à saturer leur performance, mais ça augmente quand même. Donc, l'idée, c'est plus vous avez de largeur de bande mémoire, donc plus la mémoire va vite, plus plus vous allez aller vite sur votre simulateur de réservoir. Et pour les CPU, bah, la largeur de bande des CPU n'augmente plus autant. Donc il y a des raisons fondamentales pour ça, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est parfaitement adapté au réservoir. Alors, juste un petit mot sur la latence, parce que je pense que c'est important d'avoir un peu cette idée de concept, et surtout pourquoi seulement les GPU peuvent avoir une telle largeur de bande. Bah, la raison, c'est que la mémoire dynamique, hein, ce qu'on appelle le DRAM, a une latence d'environ 100 nanosecondes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez demander une information, il faut 100 nanosecondes juste pour que la mémoire se déclenche. Et ça fait à peu près du 20 MHz. Donc, quelle que soit la chose que vous demandez à votre mémoire, il faut 100 nanosecondes juste pour que les données se mettent en route. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de largeur de bande, ben, il va falloir faire beaucoup de calculs en même temps. Parce qu'imaginez, par exemple, les nouveaux B200. Là, les B200, c'est les tout derniers GPU d'NVIDIA qui ont 8 terabits par seconde de largeur de bande. Et ben, si vous voulez avoir 8 terabits par seconde, donc la largeur de bande, avec une latence de 100 nanosecondes, vous devez avoir à peu près 100 000 appels mémoire en même temps. Donc ça veut dire que vous devez avoir 100 000 calculs en même temps. Si vous avez moins de ça, eh ben, les autres calculs, ils vont attendre, et puis pendant qu'ils attendent que la mémoire arrive, ils n'ont rien à faire. Et donc, pour avoir 100 000 appels mémoire en même temps, il faut un nombre de threads énorme. Et ça, bah, il faut des GPU avec 10 000, 20 000, 30 000 cœurs de calcul. Vous n'allez pas y arriver avec un CPU qui a seulement 128 cœurs. Donc, c'est vraiment un problème de physique. La latence de la mémoire dynamique est limitée physiquement, parce que c'est des condensateurs avec des transistors. Vous pouvez pas, enfin, il y a une limite physique. Vous n'arrivez pas à faire mieux que 100 nanosecondes. Donc, pour ça qu'on fait des GPU. Alors ça, c'était la partie réservoir. Donc on a vu, pour faire la simulation haute performance intégrée, vous avez d'abord la partie réservoir, et là, vous allez utiliser des GPU. Alors par contre, pour les CPU, pour les réseaux de surface, c'est totalement différent. Alors pour les réseaux de surface, ce que vous observez dans un réseau de surface, c'est déjà que le nombre de nœuds et de jonctions est restreint. Donc autant dans un modèle réservoir, vous allez avoir peut-être 100 000, 1 million, 10 millions de cellules. Bah, dans un réseau de surface, vous n'allez pas avoir 1 million de nœuds et 1 million de jonctions. Donc, le parallélisme est beaucoup moins évident. D'autre part, dans un réservoir, vous allez résoudre la même équation partout,
alors que dans un network, vous pouvez peut-être avoir des pipes qui ont des corrélations différentes. Et puis certains nœuds, c'est des pompes, d'autres nœuds, c'est des chokes, d'autres nœuds, c'est des pipes. Donc c'est très, très difficilement parallélisable, dans le sens où chaque partie du réseau va avoir besoin de faire un calcul différent. Donc ça, c'est beaucoup plus adapté aux CPU. Et si vous considérez en plus que les CPU modernes, même dans n'importe quel laptop d'entrée de gamme, vous avez au moins 8 cœurs, ça peut monter jusqu'à 96, 128 dans les CPU de serveur. On va dire que pour tout ce qui est réseau de surface et également puits, le CPU est quand même bien plus adapté que le GPU. Donc, le GPU gère parfaitement les réseaux de surface, pardon, le CPU gère parfaitement les réseaux de surface. Donc, vous allez faire votre réseau de surface sur CPU, votre réservoir sur GPU, et maintenant il va falloir les coupler. Et donc, comment on va les coupler? Donc, on peut les coupler de manière différente. Donc déjà, on peut décider de coupler le simulateur de réservoir avec un modèle de réseau de surface très très complexe. De type modèle de réseau de surface qui sont utilisés par les ingénieurs dont le travail est de faire le design des réseaux de surface. Donc, par exemple, un logiciel que vous connaissez probablement, alors je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais on va dire un logiciel qui est très connu et qui est en quelque sorte le leader du marché pour les réseaux de surface, qui s'appelle GAP, qui est développé par une société écossaise qui s'appelle Petroleum Experts. Donc, GAP est un logiciel de simulation de réseau de surface très complet, et vraiment très très complet, et qui est utilisé notamment par les gens qui font le design et l'étude des réseaux de surface. Donc vous pouvez vous dire, j'ai déjà mon modèle GAP avec tous les modèles qu'il faut, et je veux le coupler à un simulateur. Donc comment vous faites? Il y a une interface qui s'appelle Resolve, et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre par exemple un simulateur de réservoir comme échelon, mais ça peut marcher avec un autre, hein. Vous allez définir les puits, vous allez activer certains mots-clés qui activent un port pour communiquer avec Resolve. Ensuite, vous allez prendre votre modèle GAP, donc qui a déjà été créé. Alors, typiquement, il n'a pas été créé par l'ingénieur réservoir, il a été créé par la personne qui s'occupe des réseaux de surface, avec les contraintes. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer des IPR, donc la performance des puits, et puis à des fréquences de coupling données, vous allez récupérer les débits, et puis vous allez itérer comme ça. Donc ça, c'est le principe avec un simulateur externe. Alors, comment ça marche en pratique? Vous allez prendre votre interface Resolve, hein, vous allez choisir votre simulateur, donc par exemple l'échelon, mais ça marche avec d'autres simulateurs. Ensuite, vous allez prendre un driver, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, OK, on va initialiser le modèle, on va chercher le modèle, on va construire le réseau de surface, on va choisir les méthodes pour calculer les APR, on va choisir où est-ce qu'on veut tourner la simulation de réservoir, on va choisir combien on veut de GPU, on va choisir le couplage, etc. Et après, vous êtes parti. Alors, comment dire, ça, c'est une méthode qui est bien éprouvée. Par contre, vous avez quand même beaucoup de communication entre les différentes parties du workflow. Et donc, ce n'est pas forcément très adapté aux ensembles. Parce que toutes ces communications entre deux outils différents, ça prend du temps. Donc, vous allez avoir un simulateur de réservoir très rapide, et puis après, il va falloir du temps pour pouvoir itérer avec le réseau de surface. Donc, il y a toujours une place très importante pour GAP, parce qu'il y a un très 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 grand nombre d'options, et c'est un logiciel qui est très éprouvé et de grande qualité. Mais quand vous voulez le coupler à un simulateur de réservoir, ça va vous ralentir pas mal. Donc si vous voulez faire de la haute performance, il faut une approche différente. Il faut avoir un modèle de network beaucoup plus simple, mais qui soit intégré au simulateur de réservoir. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc vous allez avoir dans Echelon un simulateur de network qui tourne sur CPU, comme j'expliquais tout à l'heure, mais avec des modèles plus simples et qui est plus adapté pour tourner rapidement et pour faire des ensembles. Et donc là, j'ai deux études de cas, mais vu l'heure, je pense que je vais probablement uniquement
montrer peut-être la première, et puis après, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, sinon je continuerai. Donc ça, c'est une étude de cas qui a été publiée avec ENI. Donc il s'agit du champ de Zor. Donc Zor, c'est un champ à gaz en Méditerranée. Et on a présenté l'étude de cas qu'on avait faite sur la simulation de ce réservoir avec échelon et la simulation des réseaux de surface. Donc vous pouvez trouver, si vous êtes intéressé, là vous avez le papier entier que vous pouvez aller télécharger sur OnePetro. Donc l'idée, c'est on a un réservoir carbonaté et avec deux culminations orientées grossièrement dans un axe sud-ouest-nord-est. C'est un milieu double porosité, donc c'est un modèle qui est fracturé. Donc c'est black oil très simple, juste gaz et eau. Par contre, le modèle est relativement gros, hein, on peut monter jusqu'à 4,5 millions de cellules. Et il est assez compliqué à résoudre parce que vous avez des perméabilités verticales qui sont très très fortes. Donc c'est assez difficile à résoudre numériquement. Et après, donc on a un réseau de surface avec des lignes d'export qui vont jusqu'à l'Égypte. Donc il y a 200 km de lignes d'export et il y avait plusieurs questions auxquelles il fallait répondre, notamment les capacités de compression, à quelle pression il faut maintenir le réseau de surface, etc. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez demander à vos collègues qui font le design des réseaux de surface de vous donner leur modèle GAP, et vous allez transformer dans le modèle ce qu'on appelle FNS, hein, donc c'est le network d'échelon, qui est plus simple, mais qui est intégré au simulateur de réservoir, et vous allez vérifier que vous obtenez les mêmes résultats. Donc là, c'est un cas très simple, hein, vous avez à droite, là, vous prenez un cas particulier, vous allez regarder les pressions de toutes les jonctions, de tout le network entre GAP et FNS, vous vérifiez bien que vous avez le même résultat, donc vous êtes content, vous voyez bien. On résout bien le réseau de surface, on a la même solution que la référence, donc on est bon. Et ensuite, on va coupler. Alors, donc là, quand on couple, on va observer deux choses. Donc déjà, à gauche, vous avez l'impact de FNS, donc FNS, c'est le solver network, sur la production. Donc vous avez la courbe bleue, c'est la courbe de production avec le network, et la courbe rouge, c'est sans network. Alors dans ce cas particulier, on s'est rendu compte qu'introduire le network, ça a baissé la production, parce que finalement, la pression du réseau de surface baissait plus vite que ce qu'on avait anticipé, et donc on a un plateau moins optimiste. Alors ça, c'est pas général, évidemment, parce que finalement, si jamais les estimations de départ du modèle standalone, donc sans network, étaient plus pessimistes, on aurait eu la courbe rouge plus à gauche. Donc ça ne veut pas forcément dire que quand vous mettez un modèle de network, vous allez toujours faire pire. Ça veut simplement dire que c'est pas aussi précis. Donc déjà, vous avez un impact sur la production qui est clair. Et après, ce que vous voyez à droite, c'est l'impact sur la performance. Et donc, j'ai verticalement l'axe de combien de temps il a fallu pour la simulation. Donc là, on est à peu près à 2h30. Donc vous voyez que finalement, l'impact du réseau de surface est quasiment négligeable. Ça vous donne quasiment aucun impact sur le temps de calcul. Parce que la résolution du network est quasiment instantanée. Dans ce cas-là, on fait un couplage tous les 30 jours. Ça suffit largement. Vous avez un impact qui est quasiment pas visible sur le temps de calcul. Alors, il y a plusieurs manières de faire le couplage. Et les trois manières principales pour faire le couplage, c'est périodique. Donc, périodique, ça veut dire on résout le réservoir et on appelle le network une fois tous les 30 jours, par exemple. Et puis, entre-temps, on garde les contraintes de pression du network constante. On peut faire time step. Donc, time step, ça veut dire on appelle le réseau de surface à tous les pas de temps. Et on peut faire ce qu'on appelle iteratively lagged. Iteratively lagged, c'est un terme un peu compliqué. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'intérieur du pas de temps, on va itérer entre la résolution du simulateur de réservoir et le network pour obtenir ce qu'on appelle une solution implicite. Donc c'est un terme un peu compliqué, mais en gros, ça veut dire que vous allez coupler encore de manière plus étroite le simulateur et le network. En pratique, vous allez toujours vouloir faire le couplage le plus relaxé possible, qui vous donne la bonne solution, parce que ça vous coûtera moins cher. Donc là, ce que vous voyez typiquement dans ce modèle-là, c'est que même un couplage périodique de 90 jours, vous avez le même résultat que Iteratively Lagged. Donc ça, c'est un cas assez favorable. Il y a des cas où c'est pas le cas. Il y a des cas où il faut faire au moins time step. Mais là, dans ce cas-là, couplage périodique, ça marche très bien. Et le couplage qu'on appelle Iteratively Lagged, vous voyez bien qu'au niveau elapsed, il coûte un peu plus cher, parce que du coup,
à chaque pas de temps, imaginez que vous faites 3 itérations, bah, vous allez multiplier par 3 le coût du network. Mais c'est toujours pas très cher, hein, c'est toujours négligeable par rapport à la simulation, mais vous avez un petit impact. Donc, typiquement, dans ce cas-là, vous allez faire un couplage time step ou périodique, ça suffit largement. Donc la conclusion de cette étude de cas, donc on a couplé le simulateur GPU avec le network intégré en CPU, parce que finalement c'est ça qui est optimal, et on n'a absolument aucune perte de performance, donc on arrive à faire le modèle couplé avec quasiment la même performance que le modèle standalone, et bah, ça a été déployé parfaitement chez les utilisateurs. Donc ça, c'était la première étude de cas. Finalement, je pense qu'on va peut-être en prendre encore 5 minutes pour rapidement parler de au moins une partie de la deuxième, et puis après, comme on a commencé 5 minutes en retard, et puis après, j'ouvrirai comme prévu la session aux questions. Donc, voyons voir. On va passer à la deuxième étude de cas. Donc ça, c'est une autre étude de cas qu'on a fait avec INI. Alors là, c'est plus orienté sur les multi-réservoirs. Donc le premier cas, donc ZOR, c'était un seul réservoir avec network. Donc là, on va voir ce qui se passe quand on a plusieurs réservoirs. Donc on a plusieurs réservoirs. Donc pareil, hein, vous pouvez aller chercher le papier sur OnePetro si vous voulez plus d'informations. Donc l'idée, c'est de dire que il y a des actifs qui contiennent plus de un réservoir, qui partagent leur production. Donc on va vouloir coupler plusieurs réservoirs au même réseau de surface. Vous pouvez même avoir des cas compliqués, vous produisez par exemple du gaz dans un réservoir et vous voulez réinjecter dans un autre réservoir. Bon. Donc tout ça, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs modèles de simulation de réservoir et vous allez les mettre ensemble. Donc avec la technologie GPU, vous avez beaucoup de flexibilité parce que vous allez pouvoir décider est-ce que je veux donner par exemple un GPU pour chaque réservoir ou est-ce que je peux donner plusieurs GPU pour un réservoir si le réservoir est très gros, ou est-ce que je veux donner beaucoup de réservoirs sur un seul GPU si les réservoirs sont petits. Donc vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez, puis on va montrer quelques exemples. Donc, déjà, le principe, c'est imaginer que vous avez deux réservoirs, donc réservoir 1, réservoir 2, et ils ont chacun des événements à des dates différentes. Donc vous voyez par exemple les événements en vert pour le réservoir 2, les événements rouges pour le réservoir 1. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez les réunifier. Parce que vous voulez avoir un timeline continu avec tous les événements, ce qui se passe sur tous les réservoirs. Vous allez obtenir ce qu'on appelle une timeline unifiée. Vous allez avoir un événement à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans un des réservoirs. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que, comme tout à l'heure, vous allez choisir ce que vous voulez faire un couplage périodique. Donc, temps de rendez-vous tous les 30 jours, à tous les pas de temps au niveau où vous itérez au sein du pas de temps pour avoir une solution implicite. Donc, c'est la même discussion qu'avant. Et après, là, vous allez avoir plusieurs réservoirs. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bon, très bien, j'ai un réservoir, il est très gros, je vais lui donner 2 GPU. Lui, là, il est petit, je lui en donne un. Lui, il est gros, je lui en donne 2. Lui, il est petit, je lui en donne un. Bon, vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez. Ou comme je vous ai dit, vous pouvez dire, j'ai un GPU tellement performant que je vais mettre tout dans le même GPU. Donc ça, c'est au début de la simulation, vous allez faire des choix. Comment je veux tourner mon modèle? Une fois que le choix est fait, on peut regarder ce qui se passe. Donc là, je vais plutôt directement passer à ce cas-là. Donc ça, c'est un cas Afrique de l'Ouest où on a deux réservoirs. Donc vous allez avoir un réservoir qui est assez gros, donc 2 millions de cellules, mais difficile à résoudre. En plus, il y a des LGR, il y a des fracturations, etc. Et puis un autre, donc c'est celui-là. Là. Puis un autre réservoir un peu plus petit. Enfin, il fait toujours 1,3 million de cellules, mais il a moins de puits, il est plus facile à résoudre. Bon. Et alors, il y a un réseau de production commun. Et surtout, vous avez certains puits du petit réservoir qui sont connectés à la même plateforme et au même groupe que les puits du gros réservoir. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir une interaction et la production d'un des réservoirs va impacter l'autre. Et donc là, on est typiquement dans la situation dont j'expliquais en introduction. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai deux réservoirs de taille et de performance différentes qui produisent ensemble? Est-ce que je risque pas d'avoir un réservoir qui va empêcher l'autre de produire? Donc, on est exactement dans ce cas-là. Donc on va voir le groupe numéro 4. Donc là, c'est des non banalisés, évidemment, ce n'est pas vraiment des groupes, mais qui va produire des deux réservoirs, et on veut s'assurer que tout arrive à produire. Donc on a besoin d'un modèle couplé. Donc, vous allez avoir deux réservoirs et le réseau de surface. Et donc là, on va observer
ce qui se passe quand on fait le couplage. Et là, vous observez que contrairement à l'exemple précédent, la stratégie de couplage va avoir un impact. Donc, vous rappelez-vous, périodique, 30 jours, c'est on couple tous les 30 jours, 5 jours, c'est plus fréquent, et time step, c'est à tous les pas de temps. Donc, ce que vous observez, c'est que si on couple périodiquement, on a des oscillations. Pourquoi on a des oscillations? Parce que, imaginez, vous couplez tous les 30 jours, mais entre-temps, il se passe quelque chose. Au prochain pas de temps, vous allez avoir des overshoots, ça va faire des dents de scie, ça va osciller, c'est pas stable. Donc ça, c'est typiquement un cas où le couplage périodique n'est pas suffisant, il faut faire un couplage au niveau du pas de temps. Donc si vous faites un couplage au niveau du pas de temps, alors attendez, j'ai la souris qui est bloquée, voilà. Du coup, tous les profils sont parfaitement lisses parce qu'il n'y a pas de décalage. C'est un peu plus cher, mais dans ce cas-là, c'est nécessaire. Alors que dans le cas précédent, on pouvait très bien coupler au niveau périodique. Donc là, on fait time step et on obtient des résultats et on arrive à, à parfaitement voir. Donc, rappelez-vous, le groupe 4, c'est le groupe qui produit à la fois des deux réservoirs. Et donc, toutes les oscillations, c'est simplement quand il se passe quelque chose dans le gros réservoir, l'impact sur le petit réservoir. Et donc on arrive à modéliser tout ça ensemble. Et là, donc, le titre de la présentation, c'est haute performance. Donc là, ce que vous allez voir qui est assez intéressant, c'est ce graphe-là. Donc ce graphe-là, vous avez les 4 couplages différents, donc périodique, 30 jours, 5 jours, time step, iterative lag, je ne l'ai pas montré au schéma d'avant, mais c'est le même résultat que time step en pratique. Et donc là, ce que je montre, c'est le temps de calcul. Donc l'axe vertical, c'est elapsed, donc le temps de calcul. En fonction de si on utilise 2 GPU ou 1 GPU. Donc 2 GPU, ça veut dire on va donner 1 GPU pour chacun des réservoirs. Alors que 1 GPU, ça veut dire on va mettre les 2 réservoirs en même temps, dans le même GPU. Ce que vous observez, c'est que ça change quasiment rien. Pourquoi ça change quasiment rien? Parce que rappelez-vous, vous avez un réservoir qui est gros et qui est cher et un réservoir qui est beaucoup plus simple. Donc si vous mettez 1 GPU par réservoir, vous allez gaspiller 2 GPU. Si vous les mettez tous ensemble, vu que de toute façon le petit réservoir il n'est pas très cher à résoudre, il va juste ralentir un petit peu le gros, donc vous avez presque aucune perte de performance, peut-être on va dire 10%, si vous regardez peut-être 10% de ralentissement, sauf que vous avez utilisé seulement un GPU au lieu de 2. Donc ça, c'est extrêmement avantageux. Ça veut dire que vous allez quasiment doubler le throughput. Donc si vous avez un ensemble, vous faites de l'history match ou non, alors history match non, parce que j'ai dit une bêtise, vous n'allez pas faire d'history match couplé. Mais bon, si vous faites des productions, du forecast probabilistique, vous allez tourner plusieurs ensembles, là, vous avez largement avantage à mettre le plus de modèles possible sur le même GPU. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant ce que vous faire sur GPU. C'est de l'anti-parallèle en quelque sorte. Au lieu d'utiliser plusieurs GPU, vous allez mettre beaucoup de modèles en même temps. Donc là, les conclusions, donc on peut également utiliser donc, ce type d'approche pour multi-réservoirs coupés à la surface. Et on apprend même pas mal de flexibilité sur comment on gère le hardware pour choisir est-ce qu'on veut aller le plus vite possible ou est-ce qu'on veut faire le throughput le plus élevé possible. Sachant encore une fois, comme j'ai dit, tout ce qui est surface, ça reste sur CPU. C'est que la partie subsurface qui va aller sur GPU. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation? Donc la partie subsurface, c'est limité par la largeur de bande mémoire. Donc on va utiliser des GPU, c'est parfait pour ça. Et un réservoir est très très bien parallélisable. Les réseaux de surface ne le sont pas, c'est très différent, donc on va résoudre les réseaux de surface sur CPU. On peut utiliser des logiciels très éprouvés et très très bons, spécialisés en network, comme GAP. Il y en a d'autres, il y a Pipesync de Schlumberger, etc. Bon, je ne vais pas faire de publicité, il y en a plusieurs, qui sont très 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 bons en standalone pour faire des études compliquées. Après, si vous voulez faire de la simulation couplée avec un réservoir et avoir de la performance, vous allez avoir des ralentissements dus aux communications, donc vous avez tout intérêt à avoir un modèle network peut-être plus simple avec quelques approximations, mais intégré au modèle de réservoir. C'est ce qu'on a fait. Et après, si vous avez un GPU suffisamment performant, essayez de mettre tous les modèles ensemble plutôt que de donner un GPU par modèle. Ça sera un peu plus lent, mais au final, vous allez économiser beaucoup plus en throughput. Et juste rapidement, ce dont j'ai parlé, c'est quand même assez on va dire, pertinent pour le Sénégal, parce que finalement, si vous regardez vos assets offshore majeurs, vous en avez 2 qui sont produits par FPSO. Alors bon, YT, je ne sais pas exactement comment ça va se faire, peut-être que, mais en tout cas,
sûrement vous aurez, si c'est pas un FPSO, vous aurez quand même des réseaux de surface subsea assez étendus. Vous allez avoir des risers qui vont faire plusieurs kilomètres. Vous allez peut-être avoir besoin peut-être qu'il y aura peut-être de l'eau un jour, je ne sais pas. Riser, c'est compliqué. Donc, vous aurez de toute façon besoin de faire de la simulation intégrée pour vos champs offshore. Donc, c'est quelque chose dont il va falloir penser. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, M. Léonard. La présentation a été très claire et intéressante sur la modélisation côté réservoir, comme vous avez dit, CPU en surface et GPU en subsurface, et sa possibilité de faire du coupling également avec les deux. Ça c'est bénéfique là, et ça a été bien expliqué. Merci beaucoup du nom de SPI Dakar Section. Donc, sans plus tarder, on va passer, s'il y a des questions,